Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et enfin, on y approche tout de suite à la fin d'une review sous le nom de DVD Pro Catch slash Mister Review, vu comment je m'appellerai uniquement Mister Review par la suite. Donc pour conclure l'année en beauté avec un show non pas de la WWE ni de la TNA, mais bel et bien de la AEW auquel je m'attaque aujourd'hui. Donc le show s'intitule World's End, donc oui, fin du monde, qui s'était déroulé à Chicago dans l'Illinois. Et voilà, c'est tout simplement le show là auquel on va parler, de ce résultat, de ce show qui était soit épique, soit qui était pas trop à la hauteur des attentes de certains, et d'autres qui ont surkiffé. Voilà, surkiffé. Mais bon, pour vite passer très vite à l'essentiel, je passe directement dans le pré-show. Vu comment dans le pré-show, c'est comme d'habitude Countdown Zero Hour, Saturday Taylor Gate Brawl, quelque chose comme ça. Même si je pense qu'ils sont passés de Zero Hour à cela. Alors, il y en a 4 matchs. 4 matchs à citer. Et le premier auquel je vais vous citer, c'est le match par équipe féminin. Entre The Sister of Sins, donc les Sœurs du Destin, Julia Hart et Sky Blue, contre Ayan et Maya World. Donc concernant le match, je vais aller très rapide. C'est victoire de Sky Blue et de Julia Hart. Et le deuxième match, c'est un match simple entre Eddie Kingston qui affronte Zach Gibson accompagné par James Drake de l'équipe The Grizzled Young Veterans, et auquel je vais pas non plus trop m'éterniser là-dessus sur le match, si ce n'est que c'est victoire de Eddie Kingston. À la fin, il se fait attaquer par James Drake, et bien sûr, Zach Gibson se remet de sa défaite et qui le bat également, enfin qui le tabasse, jusqu'à ce qu'un certain Ortiz, l'ex-partenaire de Mike Santana, arrive avec une paire de chaussettes avec une, deux ou trois boules de billard dans la chaussette. Et auquel je me dis, tiens, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait plus vu Ortiz, et même si on l'avait plus vu depuis longtemps, on se dit, ok, il est là. Oh, on n'a pas grand chose à faire, tout simplement. Donc voilà tout. Maintenant le troisième match du pré-show, match par équipe masculin cette fois-ci. On était passé au féminin, maintenant masculin. Mascara Dorada et Bandido, qui sont toujours accompagnés par Alex Abrantes, contre la Dunkellis Family ou les Ripong Vice ou RPG Vice si vous voulez. Rocky Romero, non pas avec Trent Barretta, mais avec Mark Davis. Qu'est-ce que je voulais en dire à ce match-là ? Pas forcément grand-chose, si ce n'est coup, spot. Voilà ce que je pourrais retenir de ce show-là, enfin de ce match-là. Et pour retenir ce qu'il y avait dans le match, que des figures acrobatiques de la part des deux Mexicains et ces victoires de Mascara Dorada et Bandido. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus, si ce n'est que voilà, j'en ai encore passé là-dessus. Puis encore un match par équipe pour le quatrième match, et c'est un match par équipe de 8, donc entre The Jet Speed, donc composé du Jet ou l'OVNI Kevin Knight, avec Speedball McBailey et les Jurassic Express, donc Jungle Jack Perry, ou plutôt Jungle Boy Jack Perry, avec Luchasaurus, qu'ils ont aussi affronté la moitié des... Non, c'est pas la moitié des Dunkellis Family, enfin... L'un est dans la Dunkellis Family, les trois autres, pas du tout. Donc l'équipe de The Demand, l'exigence, la demande, j'en passe des noms, Ricochet, Josh Alexander, Toa Liona et Bishop Cohn. Donc j'ai pas besoin de trop m'éterniser là-dessus dans ce match-là, si ce n'est que, ok, il y avait des trucs très divertissants, j'en passe des trucs,
et un côté auquel on peut très très bien apprécier. Mais malgré tout, c'est victoire de The Jet Speed et les Jurassic Express, tout simplement. Maintenant, je passe directement à la carte principale. Alors, dans la carte principale, il y a des tas de questions à en citer. Vu comment l'image que vous voyez à l'écran, c'est les affrontements auxquels je vais vous le dire très précédemment. Alors, dans ce genre de contexte de Dream Match qu'on pourrait avoir, ou des personnes qu'on voudrait les voir s'affronter. Donc de l'autre côté, vous voyez John Moxley contre Kyle Fletcher, et de l'autre, Kazuchika Okada contre Konosuke Takeshita. Moi, je sais pas, peut-être je l'aurais mis face à Moxley, mais vu comment c'est pas dans la même ligue, parce qu'il y a Ligue Bleue et Ligue Gold, Ligue Jaune, on va dire ça comme ça. Donc la plupart étaient dans la Ligue Jaune et deux dans la Ligue Bleue. Donc pourquoi pas un Moxley contre Kazuchika Okada, ou encore Moxley contre Konosuke Takeshita. D'un autre côté, aussi Kyle Fletcher contre soit Konosuke Takeshita ou contre tout simplement Kazuchika Okada. Donc peu importe les possibilités, mais je trouve qu'ils auraient pu en faire quelque chose avec ce genre de ligue. Vu comment le match numéro 5, c'est bien sûr la demi-finale pour le Continental Classic, pour le titre continental entre guillemets unifié. Donc si Okada aurait perdu, il aurait laissé vacant le championnat continental de la AEW et le titre unifié de la AEW avec le titre international, ce qui aurait garanti un nouveau champion continental au final. Donc peu importe l'issue de ce match, qui gagne ou qui perd, peut-être que ça nous donnerait un peu d'air frais d'avoir un nouveau champion. Parce que comme quoi Okada ne peut pas rester toujours invaincu, même si c'est après un an de règne qui a été très dominant, même si on va pas se mentir, Kazuchika Okada, certes, il a peut-être un côté comique, mais comment ça se fait un côté comique peut être autant aussi dominateur, si ce n'est que je l'aurais préféré dans ce registre à peu près sérieux. Vu comment le cinquième match, c'est Kazuchika Okada contre Konosuke Takeshita, auquel je l'aurais mis pour plus tard. Mais vu comment ça ne se le fait pas, et auquel ça commence directement dans l'opener, et le match n'était pas si mauvais que ça, je ne vais pas vous mentir, c'était pas si mauvais. Au contraire, c'est très solide entre les deux catcheurs. Les deux sont très stiff, très rudes dans leur style de catch. Et ça pourrait créer une rivalité entre les deux, si ce n'est que depuis quelques mois, voire quelques jours, Kazuchika Okada ne cesse d'emmerder Konosuke Takeshita, lui chercher des noises, et j'en passe des trucs, alors que Konosuke, lui, il veut pas avoir de problème avec ce dernier. Mais vu comment Okada cherche les problèmes, donc ça crée des tensions entre les deux. Et vu comment il n'y a pas encore de rivalité solide entre les deux, ça pourrait peut-être mener à une rivalité solide, si Konosuke Takeshita quittait la Don Callis Family. Est-ce que ça pourrait arriver? J'en ai vraiment aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux s'affrontent. Ça a mené à un grand combat épique, même pour un opener. Donc je vais pas trop citer tous les prix, si ce n'est qu'à un moment donné au niveau de la fin du match, t'as Okada qui va s'emparer d'un tournevis qui était caché dans un des coins des protections. Je crois que c'était vers les directions où est-ce qu'il y a les commentateurs, je crois. Donc il s'empare du tournevis, il a voulu tricher à un moment donné, ça s'est retourné contre lui. Jusqu'à ce que l'arbitre a été distrait par quelque chose et auquel Okada ne va pas hésiter à donner un énorme coup de tournevis à la tronche de Konosuke Takeshita et se le permettre de se le cacher au niveau du calbar. Et c'est comme ça comment Kazuchika Okada remporte le match en screw Konosuke Takeshita.
Donc peut-être que ça va mener à une dissension entre la Donkai's Family et Konosuke Takeshita. Peut-être qu'il va peut-être quitter cette faction, on ne sait jamais, mais on verra bien. Peut-être qu'on verra bien. Maintenant, le 6e match, la demi-finale du Continental Classic, ou Classics Continental, peu importe comment ça se prononce. Et ben, cette fois-ci, John Moxley contre Kyle Fletcher. Et auquel, est-ce que Kyle Fletcher pourrait gravir les échelons pour être dans le le semi-main event entre Kazuchika Okada et lui, ou alors est-ce que c'est John Moxley? En sachant que John Moxley, depuis le tournoi du Continental Classic, je crois qu'il avait gagné quelques matchs jusqu'à ce qu'il perd contre Claudio Castagnoli et je ne sais plus qui. Je crois qu'il avait remporté quelques matchs et peut-être 2 défaites. J'en suis pas trop sûr. Un peu comme Okada, il avait subi, je crois, 1 ou 2 défaites. Mais voilà, qu'est-ce que j'en ai à penser de tout cela, si ce n'est que, oui, il y a eu un combat tellement épique depuis ces derniers temps, depuis quelques jours. Mais en fin de compte, c'est celui qui gagnera la demi-finale, qui aura le privilège d'être en finale face au champion continental. Et du coup, voilà comment Moxley et Kyle Fletcher s'affrontent. Même s'il n'y a pas de rivalité, de toute façon, les quelques matchs auxquels je pourrais citer, quelques-unes n'a pas de rivalité et d'autres oui. Et alors que dans ce match-là, il n'y en a pas. Vu comment les deux s'affrontent et de manière très très épique, très très rude et très dure, il y a un moment donné, je crois que John Moxley va se casser une dent parmi un coup de Kyle Fletcher. Je sais même pas si c'est un coup de boule ou un coup de pied au niveau du coin. Pourtant, ça n'arrête pas pour autant John Moxley. Il continue, il poursuit son attaque. Il perd pas le nord, comme on dit. Et ça va pas l'empêcher d'essayer de prendre l'avantage. Et à un moment donné, Kyle Fletcher, il essaye de retrouver le tournevis qui était planqué dans le coin. Mais sauf qu'il a oublié un truc, c'est que Okada l'a utilisé le tournevis qui était planqué dans le coin. Et du coup, Okada, certes, il avait caché sur son slip, mais il avait mis aussi en dessous du ring. Donc du coup, il cherche comme un désespéré l'arme du crime pour parvenir à ses fins, sauf que ça s'est retourné contre lui, et il se dit, tant pis, foutu pour foutu, avec ou sans tournevis, je vais atémiser et éclater John Moxley, donc c'est ce qu'il fait, et pourtant John Moxley, il est encore dans la confrontation, il est encore dans le match. Et vu comment il utilise sa Paradigm Shift, ou Dave Riders comme on peut appeler sa prise de finish, ou multiples corpse tombes, et j'en passe des trucs, il va passer en Bulldog Choke, mais sauf que Fletcher ne se laisse pas encore endormir, jusqu'à ce qu'il se fait vraiment endormir par la prise du sommeil, donc la sleeper, quoi. Et là, par contre, c'est sûr qu'il peut plus se débattre et il perd le match contre John Moxley. Donc c'est John Moxley qui remporte le match et qui est en finale contre Kazuchika Okada. Tout simplement. Voilà tout. Maintenant, match numéro 7. Un combat de rue de Chicago, donc un Chicago Street Fight pour les titres du monde par équipe masculin. Donc FTR, Dax the Axe Harwood et Cash Wheeler, toujours accompagné par Stockley Hathaway, contre The Bang Bang Gang, Juice Robinson et Austin Gunn, qui n'est pas bien sûr accompagné par Colton Gunn ou Ace Austin ou n'importe qui d'autre dans les Bang Bang Gang. Qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que c'est que de la brawl? Que de la brawl, parmi des brawls auxquels j'en ai vu, des objets utilisés, des tas de trucs auxquels tout peut passer par la tête des catcheurs, quitte à dépasser les limites de l'extrême. Donc je n'ai pas forcément trop envie d'y penser, si ce n'est qu'il y a eu des tas de trucs. T'as même Stockley Hathaway qui se mêle aussi au match, et pourtant lui aussi va s'en manger un sacré coup, quoi, quand il est à l'extérieur du ring. Mais sauf qu'au moment de la bousculade et du coup en question, Stockley
il était censé normalement atterrir sur la table, mais vu comment il a atterri sur la table ne s'est pas cassée, c'est comme si il avait glissé, donc c'est un petit peu bête. Donc ça poursuit encore l'attaque. Et par la suite, ben, les FTR reprennent du poil de la bête. Ils atémisent Austin Gunn et Juice Robinson, quitte à utiliser un pile driver, suivi d'un autre pile driver, mais cette fois-ci sur la ceinture. Et du coup, tout simplement, ben, c'est toujours victoire de The FTR qui conserve les titres. Donc il n'y a pas encore une équipe pour les défaire de leur règne en tant que champion, de leur titre, et j'en passe d'autres. Voilà tout. Maintenant, match numéro 8, et cette fois-ci c'est du côté féminin pour les titres du monde par équipe féminin, entre The Babes of Right, les bébés de la colère si je peux me permettre, entre Harley Cameron et Willow Nightingale, contre l'équipe des championnes composée de Mercedes Moné, donc la multiple championne de toute promotion confondue, et de la championne éternelle ROH, Athena. Donc oui, les deux championnes qui s'associent, et peut-être qu'il est peut-être temps pour Mercedes Moné d'être sur le début de la fin en tant que championne très dominante de tous les circuits auxquels elle a pu passer. Donc oui, il faudrait qu'à un moment donné, elle perd tous les titres parce qu'elle ne peut pas rester tous un an chacune, en sachant qu'elle est championne TBS depuis un an. Donc il est temps pour elle d'être sur une pente descendante, pas trop quand même, mais un petit peu. Et du coup, match féminin de tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai pas trop grand chose à dire. Après, concernant vos avis, ça m'intéresserait beaucoup. Je sais que Terry me donne beaucoup des avis. Que ce soit positif ou peut-être du négatif, ça dépend lequel. Pareil pour mon cher Pierre, mon cher OG. J'attends beaucoup de vos réponses. Si vous avez au moins apprécié ou pas beaucoup, ou alors vous avez apprécié en petite partie, mais pas en grosse partie, ou encore vous avez apprécié tout le long jusqu'à la fin. Ou encore, il y en a qui sont de très 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 mauvaise foi, qui vont dire ah, j'ai pas aimé le show AEW du début jusqu'à la fin. Il y en a qui se diraient de cette manière-là, mais vaut mieux être objectif. Soit vous avez aimé, soit vous n'avez pas aimé. Tout ça ne dépendra que de vous. Concernant le match, il était pas mal. Ouais, le match par équipe était très très bien, même plutôt bien. T'as les championnes qui travaillent à deux de manière très sérieusement. Et quand je parle de l'équipe championne, je parle bien sûr de Mercedes Moné et Athena. Pareil du côté de Harley Cameron et de Willow Nightingale. Donc je vais pas dire que ça n'a pas été du top du top. Et pourtant, après les petites rififi que Mercedes Moné et Athena ont failli peut-être remporter la victoire face aux Babes Are Right, c'est finalement Harley Cameron et Willow Nightingale qui vont venir à bout de l'équipe des championnes solo. Je crois que c'est quand Mercedes Moné a failli faire sa Moneymaker que Willow Nightingale retourne l'avantage et part comme un genre de SOS mais avec Ponté du tombé et qu'elle remporte le match. Donc c'est tout ce que je sais, c'est victoire de les Babes of Right, Harley Cameron et Willow Nightingale. Donc pour l'instant, bonne défense de titre. Maintenant, je passe au match suivant. C'est le match numéro 9 dans un match simple entre Darby Allin et Gabriel, ou peut-être Gabe Kidd, même si on l'appelait aussi Gabriel Kidd, mais Gabe Kidd, on sait maintenant de qui il s'agit, vu comment c'est l'un des mercenaires des Death Riders, celui qui n'hésite pas à faire le sale boulot pour les Cavaliers de la Mort, tout simplement. Et du coup, vu comment toute cette histoire a été envenimée par des multiples agressions et que Gabe Kidd en est l'auteur des multiples agressions sur Darby Allin, Darby Allin décide de se venger en le faisant exactement la même sévice qu'il a subi. Donc c'est sûr qu'il voudrait plus se laisser faire pour autant. Il décide de se venger, de montrer à Gabe Kidd qu'il ne faut pas trop l'enterrer pour autant, il ne faut pas trop le martyriser trop longtemps, l'humilier, j'en passe des trucs. Il montre à quel point qu'il est loin d'être fini.
Parce que certes, il avait perdu contre Pac, auquel je me demande comment ça se fait, il peut perdre contre quelqu'un comme Pac alors qu'il avait réussi à battre quelqu'un comme Jon Moxley. Je vous le demande, mais je ne sais pas. Le match a été très très rude entre les deux, même tellement très rude que je m'étais dit, attends, c'est un match où tout est permis ou un match simple de tout ce qu'il y a de plus normal, parce que les coups violents et, euh, et les stigmates auxquels les deux catcheurs ont eu à la fin, ça en dit long sur la brutalité de comment ils ont pu se mutiler complètement. En sachant que certes, Gabe Kidd il va finir complètement en sang. Pareil pour Darby Allin, mais je crois que c'est plutôt le sang de son adversaire plutôt que le sien. C'est dur à dire, mais il y a eu tellement de violence dans les prises que à tel point, certes, Gabe Kidd est très rude dans sa manière de catcher, et que Darby Allin, lui, c'est plutôt le genre de catcheur un peu tête brûlée qui n'hésite pas à se tuer dans le match, à se sacrifier, à servir de quelque part pour certains un faire valoir. Mais là, ce n'est pas pour un faire valoir, c'est plutôt pour détruire les Death Riders de l'intérieur, quitte à atémiser ses lieutenants. Et du coup, il s'est occupé de l'un des mercenaires, à la personne de Gabe Kidd. Après des multiples prises et des multiples coups, même si Gabe Kidd a failli remporter la victoire avec l'une de ses prises finish auquel il pourrait en finir, c'est en fin de compte Darby Allin qui va réussir à surpasser Gabe Kidd. Je ne sais pas si ça va avec un coffin drop ou plutôt avec un... Il me semble que c'est avec un genre de tombée surprise. Pas sûr, mais je pense que c'est un peu le cas. Je crois, bien sûr. Mais bon, de toute façon, c'est victoire de Darby Allin. Je préfère passer au match suivant, et c'est le match numéro 10. Et le match numéro 10, c'est le chaos des noix mélangées. Ah bon? Chaos des noix mélangées. Même si Wikipédia a cette traduction en français. En anglais, j'ai pas envie trop de m'y attarder dessus et j'ai pas envie trop me prendre la tête. Mais c'est l'équipe composée de la conglomération. Donc équipe composée de The Timeless Tony Storm, Roderick Strong, Mark Briscoe, Orange Cassidy, contre les Death Riders, Claudio Castagnoli, Daniel Garcia, Wheeler Yuta et Marina Shafir. Et non pas accompagné du bâtard Pac, mais uniquement ceux-là. Le match était fou, sans trop dire grand-chose là-dessus. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus, si ce n'est que il était, oui, divertissant, surtout quand c'est Tony Storm et Orange Cassidy qui se font une petite danse tout en ridiculisant les adversaires. Donc Claudio, Daniel Garcia, Yuta et Shafir. Bien sûr, il y a des hommes contre les hommes, les femmes contre les femmes, et de temps en temps, une femme contre les hommes. Donc quelque chose un peu de farfelu et auquel je sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que certes il y a eu des tas de trucs et des trucs vraiment divertissants. Donc j'ai pas envie trop m'éterniser là-dessus, si ce n'est que de toute façon, que ce soit les Cavaliers de la Mort ou la conglomération, l'issue du match, peu importe qui l'aurait remporté, certains diraient que ce serait les Death Riders, et pourtant, non, c'est en fin de compte la conglomération qui en vient à bout des Death Riders. Donc voilà, c'est comme ça comment s'achève ce match et cette petite histoire qu'on peut qualifier ça anecdotique. Donc voilà, maintenant le 11e match, c'est pour le titre du monde féminin de la AEW entre Kris Statlanders contre Jamie Hayter. Alors, vu comment Jamie Hayter par le passé, elle était la championne suprême de la AEW, elle veut maintenant récupérer ce qui lui appartient. Mais pas de chance, il faudra passer par Kris Statlanders. Et du coup, par Statlanders, c'est sûr, ça va enchaîner des multiples spots et des prises en tout genre. Donc, t'as Hayter qui veut tenter sa Hayter Hate, je crois que c'est ça le nom de sa cause line,
Parce que oui, elle appelle ça la Haterade, mais je crois qu'elle a d'autres prises dans son arsenal auxquelles elle pourrait sortir du lot pour battre l'une de ses adversaires, tels que Statlanders et j'en passe d'autres. Et pourtant, Chris Statlanders, certes, elle se fait un petit peu parfois dominer, mais elle poursuit, elle lâche pas du tout le morceau, elle continue. Et j'en passe des trucs auxquels il peut passer, si ce n'est qu'après les multiples surprises, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, tentative de Haterade et de tentative de Saturday Night Fever de la part de Jamie Hater. C'est en fin de compte Chris Statlanders qui va effectuer la Haterade Cause Line. Et puis sa Saturday Night Fever 6-9 Pile Driver pour en venir à bout de la catcheuse anglaise. Donc en fin de compte, c'est Chris Statlanders qu'elle reste toujours championne du monde d'AEW féminin. Et pour l'instant, personne ne peut la détrôner. Maintenant, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Et le match numéro 12, c'est tout simplement la finale du Continental Classics. Et les règles restent les mêmes. Si Okada aurait perdu, il serait obligé d'abandonner le titre unifié d'AEW et international, je crois. Donc, bien sûr, face à Jon Moxley. Donc, Jon Moxley contre Kazuchika Okada. Et je pense pas qu'on a déjà eu cet affrontement par le passé. En tout cas, je me souviens plus qu'il y a eu un affrontement entre les deux. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils s'affrontent pour la finale du Continental Classics, auquel le titre est en jeu. Et là, est-ce que je peux me poser la question, est-ce que Moxley peut battre Okada? Je pourrais vous spoiler tout de suite. Mais ça gâcherait un peu la surprise. Je vous spoilerai dès que c'est l'occasion. Parce que oui, dans toutes les vidéos auxquelles je cite que les matchs, contient du spoiler des vainqueurs. Et pas trop grand chose là-dessus. Donc on a eu parfois des réfifis de la part de Kazuchika Okada. Même essayer d'utiliser la triche. Mais pourtant, à chaque fois, il ne réussit pas à en venir à bout de Jon Moxley. Jon Moxley, certes, qui sort du Continental Classics complètement affaibli et aussi avec une dent pétée et une jambe endolorie à cause de Kyle Fletcher qui a eu après que le match est terminé. Donc c'est sûr, ça pourrait être un peu mission impossible pour battre Kazuchika Okada. En tout cas, ce qui me semblait peut-être juste. Et pourtant, Jon Moxley, malgré la douleur et la souffrance, il continue et il laisse pas la moindre occasion à Okada de laisser le battre, quoi, qu'il ne veut pas se faire battre par Okada. Alors que Okada, certes, il aime parfois haranguer le public avec un air de dédain, un peu moqueur sur les bords, trop provocateur, et il se voyait déjà vainqueur, et pourtant pas du tout, clairement pas du tout, car bien sûr forcément Jon Moxley n'est pas, on va dire, fini de chez fini, il continue toujours à combattre, à ne pas, on va dire, laisser la moindre occasion à Kazuchika Okada. Okada, il essaie de le calmer, mais ça se retourne contre lui. Et puis, après multiples affrontements dans le match et des multiples spots en tout genre, Jon Moxley va réussir par miracle à en venir à bout de Kazuchika Okada, alors que ce dernier, je crois qu'il lui avait donné un coup de pied dans les parties intimes à Jon Moxley, et que par la suite, Okada va prendre le titre et essayer de tenter une tricherie, mais il se mange un low blow. Et puis, tentative de Bulldog Choke, de Bulldog Choke, de prise du sommeil et j'en passe d'autres. Eh bien, il va effectuer un Paradigm Shift. Je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, mais il effectue un Paradigm Shift sur Kazuchika Okada.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a effectué des paradigm shifts ou peut-être un tombé surprise, je ne sais plus. Faut dire, j'ai vu ça passer, mais vu comment j'essaie de me concentrer sur des tas de trucs que je pourrais regarder et que j'essaie de me concentrer, ben, en fin de compte, c'est John Moxley qui va réussir à battre Okada et qui devient le nouveau champion continental de la AEW. Et je sais pas si c'est avec le titre unifié ou alors le titre unifié il ne sert absolument à rien. Donc le titre unifié de Continental et de International. Je, je me pose beaucoup de questions sur ça. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un nouveau champion. Il est célébré par les Death Riders. Et je ne sais pas si c'est le bon moment pour que les Death Riders se tournent contre John Moxley. En tout cas, je n'en sais pas trop. Mais on attend toujours de voir ça avec impatience. Un retournement de situation, un coup de théâtre, comme on pourrait dire. Et du coup, ben, certes, John Moxley se tape une promo comme quoi c'est le nouveau champion, et etc. Et comme quoi ben, le chef récupère un nouvel or sur les doigts. Voilà tout. Voilà tout. Maintenant, je passe directement au dernier match. Donc, match numéro 13, le main event. Un match à 4 pour le titre du monde poids lourd de la EW. Et en fin de compte, c'était un encaissement de contrat de Casino Gauntlet que avait gagné MJF. Donc MJF contre Samoa Joe, le champion du monde, contre Swerve Strickland accompagné par Prince Nana, et contre Eggman Adam Page. Alors, pourquoi c'en est venu à ça? Pourquoi on est venu à un match de 4 personnes alors que ça aurait pu être 3? C'est vrai que c'est un petit peu venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Le quatrième, et non le moindre, que la personne, on n'attendait pas du tout qu'il soit dans ce match, donc un certain MGF. Mais c'est vrai il y avait des trucs à raconter. Certes, Adam Page avait perdu le titre contre Samoa Joe à Full Gear, si je dis pas de bêtises. Puis, puis t'as Swerve qui arrive, qui veut confronter le champion du monde et veut à tout prix ben, regagner l'or qu'il avait perdu contre Danielson. Donc on sait que les trois hommes veulent le titre de Samoa Joe, mais il y avait le dernier homme qui voulait le titre de Samoa Joe, c'est MJF. Et vu comment MJF il a une sacrée rancœur envers Samoa Joe, notamment de l'époque de NXT ou encore lorsqu'il a perdu, je crois que c'était en 2023 du World's End, euh, je, cro- je crois que c'est ça, mais je pense qu'il avait perdu. Il avait perdu contre Samoa Joe. Et du coup, ben, il veut récupérer l'or. Et j'avais plutôt apprécié particulièrement la promo qu'il avait fait sur les trois, notamment sur Samoa Joe, sur Adam Page. Mais quand c'est sur Swerve Strickland, eh ben, il va sortir la phrase, donc c'est forcément logique. Il se rappelle qu'il avait été à la WWE et lorsqu'il a sorti cette phrase MGF, c'est sûr, il y a eu un tonnerre de huées. Ah, comme quoi le public d'AEW, il considère la WWE comme leur ennemi. Et qu'il dit, par contre, ton passage là-bas, quand tu te faisais appeler Isaiah Swerve Scott, aïe, 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 c'était pas terrible. Et après, il faisait référence à un rappeur célèbre qui a des casseroles au cul, qui est connu pour avoir fait du proxénétisme durant toute sa carrière de, de grand producteur, de mania de la musique, qui aime utiliser de l'huile pour bébé et des tas d'affaires qui est pas très jojo, et ben il va le comparer à P. Diddy. Et là je me dis mais what the fuck. Comment comment est-ce possible de comparer les incomparables? Donc oui, vous voyez, à peine arrivé alors que ces derniers temps, depuis ces mois-ci, MGF, certes, il a voulu s'allier avec le Hurt Syndicate, ça s'est retourné contre lui. Il a voulu se tourner en solo, ben, il a été plutôt discret, il a pas fait grandement trop parler de lui.
à part remporter le titre du monde de la CMLL et puis le perdre contre Mystico, je pense. Je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il revient, il essaie de redevenir sérieux, récupérer l'or qu'il avait perdu, et du coup, voilà comment il s'incluse dans le match. Et tout ce que je peux dire dans le match, c'était dingue. Les quatre hommes qui se démarquent au plus haut point, des multiples spots qui va être utilisés, vraiment que utilisé. J'ai pas trop grand chose à en citer. Si ce n'est que je pourrais citer les tentatives de Muscle Buster, de Coquina Clutch, de, de Dead Eye, de Birdshot Lariat, de, euh, euh, d'un Cobra Clutch et, euh, et d'autres prises que MJF peut emporter et utiliser par la ruse, ou plutôt utiliser son arme fétiche, sa bague en diamant d'AEW, ou encore de Swerve Strickland, que ce soit un Swerve Stomp ou un Big Pression, comme il fait appeler sa prise. Oui, parce qu'il appelle sa prise la Big Pression, donc la grosse pression. Et ça ne s'envenime pas à une victoire de chacun d'autre. Et de la manière de comment ça va s'envenimer dans le match. Certes, c'était un bordel sans nom de qui allait remporter le match haut la main. Donc peut-être qu'il y a eu tentative de Birdshot Lariat, de Swerve Stomp ou de d'autres prises en tout genre. Et pourtant, c'est MJF qui va surpasser les trois hommes en faisant, je crois, le pin sur Samoa Joe. Je crois qu'il va se débarrasser de l'un des participants pour mieux être opportuniste et de remporter le match et le titre au passage. Et voilà comment il devient le nouveau champion de la AEW. Et auquel maintenant tout doit repartir du côté de MJF qui veut à tout prix prendre en otage le titre et pourquoi pas de montrer à quel point il n'est plus ce trou de balle qui se faisait apparemment bolosser par d'autres babyface. Enfin, ça faut voir, hein, mais en tout cas, s'il commence à devenir encore à chier, MJF, c'est sûr, pourquoi s'investir en lui s'il ne fait que être dans des segments auxquels il est complètement nul, alors que, comme il aime à nous le faire rappeler, il est meilleur que nous et on le sait. Donc s'il est meilleur que nous, il faut qu'il nous le prouve de la bonne manière possible. Il faudrait qu'il redore son blason et de sa bonne réputation de sale connard prétentieux. Et voilà comment je pourrais conclure cette vidéo là-dessus. Avec World's End qui se termine. Et voilà comment l'année se termine en beauté avec AEW. J'aurais pu d'autres shows à citer, si ce n'est que pour l'année qui va arriver, donc l'année 2026, c'est sûr, il va avoir du lourd à en citer. En tout cas, je l'espère. Auquel je m'appellerai plus cette fois-ci DVD Pro Catch / Mister Review, mais uniquement Mister Review pour les shows que je vois et auxquels je vous en parle. Alors que DVD Pro Catch, ce sera uniquement pour les DVD. Après un renouvellement de ma chaîne, pour l'instant, je n'y ai pas encore réfléchi, mais voilà tout. Parce qu'il faut dire, je regarde beaucoup trop de catch. Je regarde la EW, la WWE, la TNA, la ROH, la AAA et j'en passe. Même si très récemment, je me suis mis à regarder encore un show japonais nommé la Dragon Gate en version française de la chaîne, enfin d'une application Fight Nation, ou plutôt sur la Canal Free, la chaîne Canal Free, je pense que c'est cela. Donc commenté par Célian Varini et Grégory 10. Mais après, c'est pas le sujet auquel je préfère en parler, vu comment je sais qu'il y en a personne qui suit la Dragon Gate ou n'importe quelle structure japonaise, que ce soit mexicaine ou j'en passe d'autres. Pourtant, je regarde, mais est-ce que je dois faire une vidéo là-dessus? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué à en parler, mais voilà comment je conclus cette vidéo. Maintenant, je passe directement à la conclusion. Merci bien. Voilà,
C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.